intitulé « Les impacts de la pêche et du changement climatique sur les ressources halieutiques, quels enjeux pour demain ?» C'est un événement organisé par la plateforme Océan Climat. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Joachim Claudet, directeur de recherche CNRS basé au CRIOB et président du conseil scientifique de la plateforme Océan Climat. L'événement qui nous regroupe aujourd'hui va nous amener à discuter sous diverses facettes des enjeux très importants qu'auront à la fois le changement climatique et la pêche sur les ressources halieutiques, et en même temps, quels effets auront ces effets sur ces ressources, sur la pêche elle-même et sur nos modèles de société. Je vous présente très rapidement les intervenants qui vont intervenir. Après, je présenterai chacun d'entre eux plus en détail avant leur intervention. Donc, on a autour de la table virtuelle Rebecca Hubbard, qui est Program Director à Our-Fish, Didier Gascuel, professeur en écologie marine à AgroCampus Ouest et membre du comité scientifique de la plateforme Océan Climat, Philippe Curie, directeur de recherche à IRD, membre du comité d'experts de la plateforme Océan Climat, et Rohan Curry, qui est Chief Science and Standards Officer du Marine Stewardship Council. L'événement sera bilingue, donc certaines présentations seront en français, certaines en français avec un diaporama en anglais, et d'autres présentations seront en anglais. Il n'y a pas de traduction, mais je vous invite à poser des questions dans la langue qui vous convient le mieux. Je vous informe que ce webinaire est enregistré, puisqu'il sera ensuite diffusé et accessible en ligne pour les gens qui ne peuvent être présents actuellement. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et elles me seront remontées et une sélection sera posée aux intervenants. Pour que tout se déroule dans les temps, on va avoir les présentations les unes à la suite des autres. Donc, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau, mais les questions seront posées à la fin, à la fin de toutes les interventions. Voilà, donc on va passer à la première présentation, qui sera une présentation de Didier Gascuel. Donc, comme je vous l'ai dit, professeur en écologie marine à AgroCampus Ouest. Ses travaux de recherche portent en partie sur l'exploitation durable des ressources vivantes dans la mer et sur la modélisation des impacts de la pêche et la manière dont la pêche réagit au changement de ressources liés au changement climatique. Il travaille notamment en Europe et en Afrique de l'Ouest. C'est un spécialiste reconnu de l'approche écosystémique de la gestion des pêches. Il est membre du comité scientifique de l'IFREMER, du conseil scientifique des pêches de l'Union européenne et, last but not least, membre du comité scientifique de la plateforme Océan Climat. Didier, la parole est à toi. Je me tais, je coupe mon micro et je te laisse partager ton écran. Bien, bonjour à tous. Alors, je partage mon écran. Il faut que ça marche. Voilà, est-ce que vous voyez ma présentation? Pas encore. Alors. Tu dois bien choisir la fenêtre que tu partages. Oui. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Voilà. Et vous êtes en mode présentation, c'est bon? Alors, non, là, il faut que tu… Alors, excusez-moi. Laisse ton diaporama on. Il faut que tu arrêtes le partage d'écran et que tu le recommences en choisissant la version présentation. Oui. Ça doit arriver. Voilà. Merci. Bien. Bonjour à tous. Merci à la POC pour cette initiative, pour qu'on puisse parler effectivement d'impact de la pêche et d'impact du changement climatique. Moi, je voudrais aujourd'hui, enfin, c'est le mandat qu'on m'a un peu donné pour introduire cette conférence, revenir d'abord sur les impacts de la pêche. Je pense que mon collègue Philippe Curie parlera longuement aussi du changement climatique et m'intéresser à la question on en est où aujourd'hui? On en est où de la pêche durable? On en est où de la gestion des pêches, et en particulier en Europe?
et comment la chose devrait évoluer. La gestion des pêches aujourd'hui en Europe, elle est fondée, j'expliquerai, je reviendrai sur cette notion, sur ce qu'on appelle dans le jargon la gestion au rendement maximum durable. C'est un terme un peu technique. Voilà, ce qu'on appelle en anglais le maximum sustainable yield. Et j'aimerais vous convaincre qu'on fait des progrès dans cette direction, mais qu'en même temps, ce n'est pas du tout suffisant. Alors, commençons par regarder où on en est. Pardon, il faut que je repère aussi. Alors, j'ai plus qu'un bouton. Voilà. Alors, où on en est actuellement de la gestion des pêches en Europe? Il faut commencer par quelque chose qui est incontestablement une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que dans les eaux de l'Union européenne, au moins dans une partie des eaux de l'Union européenne, la gestion des pêches s'améliore et un certain nombre de stocks, on peut même dire d'une manière générale, les stocks sont en train de s'améliorer. Il y a plusieurs études qui le montrent. Je vais reprendre là la dernière étude publiée par le Comité scientifique des pêches de l'Union européenne, dont je fais donc partie, ce qu'on appelle en anglais le STCF, qui fait tous les ans le bilan de la totalité des stocks européens pour avoir une vision un peu globale. Ce que nous dit le dernier rapport du CSTEP, c'est plusieurs choses. La première, c'est que la pression de pêche a beaucoup baissé depuis maintenant une bonne quinzaine d'années dans les eaux de l'Atlantique nord-est, c'est-à-dire, si vous voulez, dans les eaux Europe, toutes les eaux européennes, côté Atlantique. On pêche en mer du Nord, on pêche au large de la Bretagne, on pêche dans le golfe de Gascogne, c'est de ces eaux-là dont il est question. Et la courbe que vous voyez ici en bleu, elle représente la pression de pêche, c'est-à-dire d'une certaine manière, tout simplement, la proportion de poissons qu'on pêche tous les ans. On pêchait, il y a encore une quinzaine d'années, de l'ordre de 45% de la biomasse présente dans l'eau chaque année. 45% des poissons chaque année, en moyenne, c'est le chiffre moyen pour tous les grands stocks européens, étaient pêchés et on recommençait l'année d'après. Évidemment, cette situation correspondait à une situation, on va le voir plus loin, de très très forte surexploitation. On s'est fixé cette limite donc du rendement maximum durable, du RMD, qui correspond là aussi, en gros, en valeur moyenne, à une moyenne de 25% de poissons pêchés tous les ans. Et vous voyez que si on fait la synthèse de la situation pour tous les grands stocks européens, la pression de pêche a effectivement baissé. Et on est aujourd'hui en valeur moyenne aux alentours de cette cible qu'on s'était fixée. Donc c'est une très bonne nouvelle et il ne faut pas bouder son plaisir. Ce que nous dit cette première courbe, pas la noire, et j'y reviendrai, hein, ce que nous dit cette première courbe bleue, c'est que lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on en a la volonté politique, on a la possibilité de faire baisser la pression de pêche. Et puis, il y a une deuxième très bonne nouvelle. Cette deuxième très bonne nouvelle, elle concerne l'abondance des stocks, c'est-à-dire la quantité de poissons dans la mer. Évidemment, il n'y a rien de mystérieux. Si on en prélève moins, eh bien, il en reste plus dans l'eau. Et là aussi, que ce soit la courbe bleue ou la courbe orange, je ne vais pas rentrer dans les détails, on voit que depuis maintenant une petite dizaine d'années, l'abondance des stocks a très fortement augmenté dans les eaux de l'Atlantique nord-est. L'ordre de grandeur, en valeur moyenne, c'est de l'ordre de 50%. Là où il y avait, il y a encore quelques années, 100 tonnes de poissons sur les fonds, on en retrouve aujourd'hui en valeur moyenne 150 tonnes. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire que quand on prend des mesures, ça marche. Ça marche. Voilà, alors évidemment, on pourrait s'arrêter là et se dire tout va bien. Non, non, tout ne va pas bien et on en est très très loin. Premier problème, c'est que ceci, déjà, ne concerne pas toutes les zones. Vous voyez que, je reviens à mes courbes noires, en Méditerranée, on est toujours avec une pression de pêche qui est de l'ordre de 2,5 fois la valeur cible qu'on s'est donnée pour la bonne gestion. Et ça veut dire que, bien évidemment, en Méditerranée, on est toujours à des niveaux d'abondance qui étaient très très faibles en 2003 et qui restent très très faibles aujourd'hui avec une ressource extrêmement dégradée. Donc évidemment, ça ne va pas bien partout. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a aussi beaucoup d'endroits dans le monde où ça continue à aller très très mal. Et si on prenait du recul, l'image mondiale, elle n'est pas non plus très, très satisfaisante. Deuxième élément, c'est qu'il faut bien comprendre que les chiffres que je vous ai montrés, ou les courbes que je vous ai montrées jusqu'à présent, c'est des valeurs moyennes. Et derrière la moyenne se cache une très forte variabilité d'un stock à l'autre. Voilà une dernière courbe. Cette courbe, c'est la proportion de stocks surexploités dans les eaux de l'Atlantique Nord-Est, là où ça va bien. Et ce que nous dit cette courbe, c'est que ça s'améliore. On était à quasiment 80% de stocks surexploités il y a encore un peu plus de 10 ans. On est aujourd'hui descendu à 40%. C'est mieux, mais ça veut dire encore 40% de stocks surexploités.
la politique européenne des pêches s'était fixée comme objectif de supprimer toute surexploitation à l'horizon 2020. Nous sommes en 2020, alors on n'a pas encore tout à fait les chiffres de 2020, mais vous voyez que de toute évidence, on n'est pas sur la bonne trajectoire. L'objectif de supprimer, de mettre fin à la surpêche dans les eaux européennes n'est pas du tout atteint en Méditerranée, mais ne sera pas non plus atteint, n'est pas atteint aujourd'hui en 2020 dans les eaux de l'Atlantique. Donc le chiffre moyen, il cache une situation dans laquelle en réalité il y a toute une kyrielle de stocks qui sont très peu recherchés par les pêcheurs et pour lesquels on ne pêche pas tous les quotas. Et puis à l'inverse, des stocks qui sont des stocks sous tension et qui, ceux-là, continuent à être aujourd'hui surexploités. Et puis il y a plus grave encore. Plus grave encore, c'est qu'il faut revenir à ce que représente cette gestion RMD. Et je prétends, un certain nombre de scientifiques prétendent, je ne suis évidemment pas seul, que ces cibles de gestion qu'on s'est données aujourd'hui, que nous n'atteignons donc même pas complètement, sont en réalité elles-mêmes très insuffisantes et on est très en retard sur ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement des écosystèmes, des impacts du changement climatique, on y reviendra, et de la nécessité d'une bonne gestion. Alors, ça sera la deuxième partie de mon exposé, c'est de revenir sur cette question de comment on gère. Qu'est-ce que c'est que cette gestion au RMD ? Il faut d'abord tendre le cou à une idée. Lorsqu'on arrête la surpêche, ça ne veut pas du tout dire, contrairement à ce que croit parfois le grand public, qu'on arrête d'impacter les stocks. Il n'y a pas de pêche sans impact. La seule façon qu'il y aurait à avoir des stocks sans impact, ça serait de supprimer les pêcheurs. Ce qui serait peut-être durable pour les poissons, mais pas très durable pour les pêcheurs. De la même manière, j'ai envie de dire, en étant un peu provocateur, que c'est comme si pour supprimer les impacts des humains, on supprimait les humains. Ça serait peut-être très soutenable pour la Terre et pour les autres espèces, pas très soutenable. Donc, nécessairement, la surpêche et la bonne gestion, elle ne peut pas se définir par rapport à une absence d'impact. La gestion des pêches, aujourd'hui, elle repose sur une autre courbe. Cette autre courbe, ce n'est pas la quantité de poissons dans l'eau, c'est la quantité de poissons dans les filets. C'est la courbe des captures. Cette courbe des captures, vous la voyez apparaître en bleu, elle dit une chose assez simple, c'est que s'il n'y a pas du tout de bateau, je suis à gauche sur mon graphique, il n'y a pas du tout de capture. Et puis s'il y a plein de bateaux à tel point qu'il n'y a plus aucun poisson dans la mer, même comme ça, plein de bateaux font aussi zéro capture. Et donc la courbe des captures, elle est nulle au debout, elle passe par un maximum au milieu, et c'est ça qui définit la surexploitation. Autrement dit, on va gérer les pêches en fixant cette cible de gestion du RMD, mais soyons en anglais, de façon à maximiser les captures. La durabilité des pêches dans la politique européenne des pêches, elle n'est pas aujourd'hui définie sur un objectif de conservation de la ressource, elle est définie sur un objectif de maximisation des captures. C'est une durabilité de l'exploitation en termes de maximisation des captures. Et puis, il y a encore un peu plus grave, c'est que ce raisonnement-là, en réalité, il est fait stock par stock, avec des modèles qui ont été développés par les scientifiques dans les années 50, dans une approche qu'on qualifie de monospécifique. Et on fonde la gestion sur ça, en oubliant une chose, c'est que ce que ces modèles nous disent, c'est que lorsqu'on arrête la surpêche, si on se contente d'arrêter la surpêche, eh bien, on aboutit à ce niveau de biomasse, qu'on appelle la biomasse au RMD. Ce niveau de biomasse, il est de l'ordre de 35% de ce qu'il serait sans pêche. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui pêche durable, c'est une situation dans laquelle on admet un impact très important, une division par 2,5 ou 3 de chacun des stocks exploités et gérés au RMD. C'est peut-être durable si on exploite un seul stock, si on était en monospécifique. Ce n'est clairement pas durable si on réfléchit à l'échelle du fonctionnement des écosystèmes, de la résilience des écosystèmes et du long terme. Donc, la cible de gestion elle-même, elle doit être complètement remise en cause. Voilà un petit graphique qui illustre aussi la situation. C'est une courbe, là aussi, d'abondance, quantité de poissons dans la mer, toute espèce confondue. C'est un travail qu'on a fait avec un doctorant récemment. C'est la situation de la mer Celtique. Bon, finalement, c'est vraiment une situation assez représentative des eaux de l'Atlantique. Cette reconstitution sur le long terme de l'abondance des poissons dans la mer, bon, il y a beaucoup d'incertitudes quand on remonte loin dans le passé, hein, mais ce qu'elle nous dit clairement, c'est que oui, ça va un peu mieux les 10 dernières années. Ça va un peu mieux les 10 dernières années. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est-à-dire que cette situation de soi-disant bonne gestion au RMD,
elle correspond à des niveaux d'abondance qui sont extrêmement bas. Autrement dit, la politique européenne des pêches aujourd'hui, elle utilise des cibles de gestion qui sont basées sur des modèles monospécifiques qui datent des années 50, comme si les espèces n'interagissaient pas, comme si l'enjeu n'était pas la durabilité à l'échelle des écosystèmes, comme si, et je pense qu'on en reparlera, le changement climatique ne nous mettait pas encore plus à l'ordre du jour la question de la bonne gestion et de la gestion à l'échelle des écosystèmes. Donc oui, les scientifiques savent et le disent depuis un certain nombre d'années, il faut passer à une approche écosystémique des pêches. Et je prétends, moi, qu'une façon de le faire, c'est de promouvoir ce que j'ai appelé la pêche écologie, hein, par analogie à l'agroécologie, la pêche écologique. Et je voudrais conclure mon intervention sur cette idée-là. Il faut vraiment repenser entièrement le système de gestion des pêches. Il faut mobiliser toutes les connaissances, toutes les recherches, toutes les innovations, toute l'intelligence des acteurs, toutes les questions de gouvernance pour finalement poursuivre un objectif de bonne gestion qui soit un objectif de minimisation de tous les impacts de la pêche sur les ressources et les écosystèmes. Alors, c'est vrai en ce qui concerne les cibles de gestion. Les cibles de gestion, celles qui sont utilisées pour calculer les quotas, devraient évoluer, on doit souhaiter qu'elles évoluent dans la prochaine PCP. Il faut passer du RMD à ce qu'on appelle le rendement économique durable au maximum. C'est une cible de gestion qui est recommandée et par les scientifiques et par la Banque mondiale, qu'on ne peut pas taxer de démarche maximaliste, dans laquelle on sait qu'on aura une approche plus précautionneuse, avec plus de poissons dans la mer et en même temps avec une meilleure rentabilité des pêches. Il faut améliorer la sélectivité. On sait qu'en augmentant massivement les maillages des engins de pêche, les tailles minimales de capture, en laissant les petits poissons dans la mer et en se contentant de pêcher les gros, on pourrait pêcher tout autant avec moins d'impact. Et il faut introduire des cibles de gestion qui ne s'intéressent pas seulement à la capture. Il est temps de s'intéresser à la conservation réellement en regardant les biomasses. Nous sommes aujourd'hui avec des cibles de gestion qui, lorsqu'on ne travaille pas sur la sélectivité, sont, je l'ai indiqué tout à l'heure, de l'ordre de 35% du stock sans pêche. Il faut passer à 50%. Mon collègue Rainer Froese propose de passer à 60%, voire à 70% pour toutes les espèces qui sont des espèces fourrages, dont on a intérêt à en laisser pas mal dans l'eau, parce qu'en réalité, elles nourrissent d'autres espèces et on en bénéficie. En réalité, il faut reprendre le chantier espèce par espèce, trouver la bonne cible, celles qui sont réalistes, celles qu'on peut atteindre de façon réaliste dans des délais raisonnables. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on confie ce mandat aux scientifiques, alors il est possible d'augmenter la rentabilité économique des pêcheries avec moins d'impact et avec une meilleure résilience des écosystèmes. On peut pêcher autant en impactant beaucoup moins. Il y a vraiment un chantier énorme à jouer en la matière. Et j'ai envie de dire d'une manière assez surprenante, le premier chantier de l'approche écosystémique consiste à repenser la gestion à l'échelle de chacun des stocks et de chacun des quotas de pêche. Et puis alors, bon, j'irai plus vite là-dessus. Il faut ouvrir un chantier, il est d'ailleurs ouvert, Ifremer travaille déjà sur ce genre de choses, hein, sur les engins de pêche, aller vers des engins qui aient beaucoup moins d'impact. Il faut favoriser partout où c'est possible, c'est d'ailleurs probablement, sûrement pas partout, mais il faut favoriser des pêches douces à petite échelle. Il faut développer ce qu'on appelle l'approche la gestion par flottille. La gestion par flottille, c'est une situation où flottille par flottille, on fait le bilan des impacts écologiques liés à l'activité de la flottille, on fait le bilan de ses performances économiques et sociales, et à partir de là, on a des outils pour réfléchir à comment on améliore les points noirs, comment on met en évidence les bonnes pratiques, comment on fait progresser l'ensemble des flottilles sur l'ensemble de ces aspects. Il faut, et je pense que Joachim en reparlera un peu plus loin, renforcer l'efficacité des aires marines protégées. Il faut, et on en reparlera peut-être ailleurs, développer des labels européens sur la durabilité des produits de la mer. Voilà, alors ça, c'est le volet principal de la pêche écologique. Il y en a un deuxième qui dépasse peut-être un peu la thématique d'aujourd'hui. C'est, je pense, et ça a été beaucoup dit, qu'il faut, dans un monde de ressources finies, réfléchir vraiment au modèle économique que nous utilisons. Comment on fait pour maximiser l'utilité économique, sociale, voire sociétale, de chacun des poissons que nous tirons de la mer.
ça renvoie à un débat qui est très d'actualité, qui est quel type de pêche nous voulons. Vous avez l'actualité, hasard du calendrier, fait qu'il y avait aujourd'hui des manifestations autour du lancement d'un grand navire de chalutier industriel, un monstre de la mer, contre lequel protestaient des pêcheurs artisans. Je pense que cette question, elle est centrale. Quel type de pêche nous voulons si nous donnons à la pêche un objectif qui est de faire vivre des territoires côtiers, de faire vivre une activité économique. Donc voilà, donc ça renvoie à des débats qui peut-être dépassent la thématique d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Didier pour ton intervention qui a commencé à amener pas mal de questions. N'hésitez surtout pas à continuer à poser vos questions dans le chat ou dans la version questions-réponses. Now I will give the floor to Rebecca Hubbard, who is from Australia and has a degree in environmental science. She has spent the last 17 years working on environmental campaigns with NGOs from the local to international level. And she is currently program director for Our Fish, which aims at ending overfishing and restoring a healthy ecosystem in the ocean. Our Fish, who is a member of the Ocean and Climate Platform. Rebecca, how does overfishing exacerbate the climate and the nature emergency? Excellent. Thank you so much for having me, and thank you for accommodating my non-French speaking. I'm very sorry. I did follow what Didier was saying, however, so we're on the same wavelength. So I'll just share my screen. I just have a couple of slides to show, if that's okay. And it's really just to follow on a little bit more from what Didier was talking about in terms of really moving to more ecosystem-based approach with fisheries, and really the way that we've been looking at things is slightly from the other direction. So not just what are the impacts of fishing and climate change on fisheries, but how could we actually address the nature and climate crisis by restoring fish stocks or fish populations? So I only have 2 slides really to show right now, and that is really by overfishing, we're actually increasing CO2 emissions and carbon emissions, because obviously fishermen have to go further, or fishers have to go further for longer, and often even with more destructive or more indiscriminate gear, which can use even more fuel. So you, just from a pure CO2 emissions perspective, overfishing actually makes the climate crisis worse. And of course, then from the other perspective, in terms of carbon sequestration into the system, overfishing or destructive fishing methods, which is, as Didier explained, not just about whether or not you fish above MSY limits, but how you're affecting the entire ecosystem. And in that way, we can see that overfishing or destructive fishing also damages habitats which sequester carbon. So you can have carbon-rich habitats actually they're then unable to sequester carbon, and or even impacting their ability, or releasing that by disturbing the sediments in the seabeds. But again, and then also more from a holistic perspective and an ecosystem perspective, the biological pump of the ocean is diminished. So the capacity of fish and their role in that system is actually diminished. So just to show you, this is a really fantastic, and I'm not going to describe the entire thing, but this it captures the way that fish and other marine life in the ecosystem move in the ocean, and in a number of ways actually contribute to carbon being sequestered by the ocean, because I'm sure that you all know, as part of the Ocean and Climate Platform, the ocean has absorbed around 1/3 of the carbon emissions over the last number of decades. And
you know, having more fish in the system means that you have this pump moving better, because you have not only the mixing effect of the fish, but you have the benefits of the fish eating and pooing, which directly takes up the carbon. And of course, that can also help with even maintaining habitats, healthy habitats like seagrass and kelp. So I just wanted to share that perspective at this point. Thank you, Rebecca. Thanks a lot. Please, à tout le monde, n'hésitez pas à poser des questions, même en français, pour Rebecca, et on les traduira pour vous. Maintenant, avec Philippe Curie, on va se poser la question des impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins et sur les populations qui en dépendent. Donc Philippe Curie est directeur de recherche à l'IRD, il co-dirige le consortium européen Euromarine, il représente l'IRD auprès des instances européennes. Il est reconnu pour ses importants travaux sur l'approche écosystémique des pêches. Il a reçu de nombreuses distinctions et prix internationaux qu'on ne va pas lister ici. Il est membre du comité scientifique de la Fondation Prince Albert Ier de Monaco et président du conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco et également membre du comité d'experts de la plateforme Océan Climat. Philippe, je te laisse la parole et je te laisse présenter ton écran, partager ton écran. Attendez là, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à la plateforme Océan Climat. Alors pour cette invitation, je vais essayer de partager mon écran. Partager l'écran. Voilà. Alors après, comment je fais pour mettre mon... Alors, le mieux, Philippe, c'est que tu arrêtes ton partage, ouais. Tu lances ta présentation et ensuite tu remets ton partage et tu choisis la fenêtre en question. D'accord. On va arrêter le partage. Voilà. Ok. Donc j'ouvre mon écran. Excusez-moi pour ce... Voilà. Voilà. Donc je vais vous parler, moi, du changement climatique et de l'impact sur les ressources marines. Alors vous savez, on vit dans l'Anthropocène. Alors c'est-à-dire quoi l'Anthropocène? Ben, c'est un monde plein, c'est-à-dire avec beaucoup d'activités sur Terre, mais aussi sur mer. On oublie beaucoup. Aujourd'hui, on a 5 millions de bateaux de pêche. On a simplement pour la France, vous avez 1 million de bateaux de plaisance. Vous avez 40 000 navires de commerce et vous avez beaucoup d'autres activités. Alors, vous avez tous entendu parler, bien sûr, de la surexploitation. Rebecca, Didier en ont parlé et vous l'avez vu dans les médias. Aujourd'hui, on a quand même des tendances lourdes qui ne sont pas très bonnes. Hein. On a tous les stocks de poissons qui sont surexploités, qui sont exploités pleinement, et un tiers qui sont grandement surexploités. Vous avez aussi des pollutions. Vous avez, dans le dernier article de Science la semaine dernière, on évalue à 25 millions de tonnes de plastique dans les océans, et si on ne fait rien, il y aura 50 millions de tonnes à l'échéance 2030. Alors, ce qui est plus insidieux, je dirais, c'est ce changement climatique. Ce changement climatique qui est partout. Et vous avez aussi, la semaine dernière, il y a Michael Mann, le grand climatologue, qui a dit aucun endroit, donc dans les océans ou sur Terre, ni aucun d'entre nous n'est à l'abri du changement climatique. Et notamment, il était extrêmement sensible à tous ces événements extrêmes de grande ampleur que les modèles n'avaient pas prévus. C'est-à-dire on semble, vous voyez, le changement climatique, en réalité, et là je vais essayer de développer ça, c'est en réalité deux choses. Ce sont des tendances lourdes, donc ce que vous voyez là à droite, toutes ces tendances qui sont documentées dans le GIEC et l'IPCC sur le milieu marin, toutes ces tendances lourdes et qui transforment nos écosystèmes, mais c'est aussi toutes ces fluctuations et ces événements extrêmes qui sont autant de perturbations des populations et des écosystèmes. Alors, pour parler de ces tendances lourdes, il y a un graphe que j'aime beaucoup, c'est celui du bas, qui vous montre depuis les dinosaures les variations de température de notre Terre.
Et vous voyez, du temps des dinosaures, on avait 10 degrés de plus que maintenant. Mais ce qui est important, c'est toute cette dernière période, c'est-à-dire ces 15 000 dernières années, où vous voyez notre climat et finalement l'humanité a été dans un climat qui n'a pas varié. Et ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est vraiment une transformation de notre climat. Comme vous voyez, c'est avec ce changement climatique qui va transformer les océans et les ressources marines. Alors, parlons des ressources marines. Donc, je vous ai parlé de ces événements extrêmes. Alors, il y a, bien sûr, dans le milieu marin, il y a des espèces qui peuvent se déplacer et des espèces qui ne se déplacent pas. Alors, on pense tout de suite aux coraux qui ne peuvent pas se déplacer et bien sûr qui sont impactés par ces événements extrêmes. Prenons la grande barrière de corail. Il y a eu 3 vagues de chaleur ces 5 dernières années. Vous avez la barrière de corail, c'est 2300 km de long. Vous avez 1500 km qui est grandement affecté par le changement climatique. Mais ce n'est pas simplement les coraux, c'est aussi tous les champs de laminaires, les champs de posidonie qui subissent de plein fouet donc ces événements extrêmes. Vous avez les espèces qui peuvent se déplacer. Bien sûr, on pense aux poissons. Et vous avez là, sur la grande carte mondiale, tout l'impact que ces changements globaux vont avoir sur d'une part, alors bien sûr, on le voit par exemple sur le plancton. Le plancton, par exemple, je prends un exemple, dans l'Atlantique Nord-Est, il se déplace de 25 km par an. Les poissons aussi cherchent des environnements qui correspondent à leurs habitats. Donc, les poissons, généralement, migrent vers les pôles. Et vous avez l'IPCC qui a quantifié ça, c'est à peu près 70 km toutes les décennies. Et vous voyez sur cette carte que ça veut dire que la zone intertropicale, donc la zone généralement où les populations dépendent grandement de ces ressources pour vivre, va être la plus impactée. Vous voyez, c'est cette zone en rouge, donc comme les stocks de poissons migrent vers les pôles. Donc, vous avez ces problèmes de migration. Alors ça, ce qui est extraordinaire et qui est incroyable, c'est qu'on voit ce changement quantitatif et qualitatif dans les captures mondiales. Et on voit ce qu'on appelle aujourd'hui une tropicalisation des captures, c'est-à-dire qu'on pêche de plus en plus des espèces d'eau chaude. Alors là, vous avez un indicateur qui a été fait sur les captures mondiales en pondérant ces captures par les températures préférentielles de chaque espèce. Et vous voyez, c'est en constante augmentation. Donc, les poissons, eux, ils n'ont pas lu l'IPCC, ils n'ont pas lu les rapports qu'on a fait sur le changement climatique, mais ils l'intègrent, vous le voyez, et c'est même au niveau des captures mondiales. Vous avez aussi ce petit graphe sur la Méditerranée, qui est une des mers qui se réchauffe le plus vite, puisqu'elle a pris le réchauffement est de 1,5 degré. Et vous voyez, ce même exercice a été fait pour caractériser les changements finalement de toutes ces populations suite au changement climatique. Et bien sûr, en Méditerranée, on pêche beaucoup plus aujourd'hui de poissons, entre guillemets, d'eau chaude, tropicaux, c'est-à-dire des poissons perroquets, vous avez des cigans, vous avez des poissons flûtes, vous avez beaucoup d'espèces, notamment qui viennent de la mer Rouge. Alors, on peut se dire, finalement, en voyant cette grande carte de migration et de déménagement des poissons, on peut se dire, finalement, il y a des gagnants et des perdants, et puis voilà. Bon. Mais en réalité, ce changement climatique, il n'affecte pas les ressources marines, il affecte globalement les ressources marines. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que globalement, nous serons perdants et globalement, les ressources marines vont décliner suite à ce changement climatique. On le voit, il y a déjà des estimations, qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont sur les échéances 2050 de fin du siècle. On voit que déjà le changement climatique impacte la production primaire qui diminuera globalement, et de même les potentiels, et ça c'est un des résultats, je dirais, très importants du dernier rapport de l'IPBES des Nations Unies, c'est que le potentiel des captures maximales va diminuer. Là, il y a eu un chiffre qui a été annoncé de 20%. Mais pour vous dire que ce n'est pas une chose à somme nulle. Tout récemment, il y a eu un article dans Science pour se dire, mais finalement, quand il va y avoir de nouvelles espèces, quand il va y avoir ces changements de production primaire, ça va
complètement déstabiliser les écosystèmes. Donc là, dans cet article-là, qui montre que le changement climatique déstabilise aussi les écosystèmes et les chaînes trophiques. Vous le voyez, ils ont fait des expérimentations et ils ont montré que les consommateurs primaires étaient affectés par ces changements climatiques. Et donc, ce qui va avoir, bien sûr, à terme, va transformer finalement le fonctionnement des écosystèmes. Donc ça aussi, dans les évaluations que je vous ai données, là, de 20%, ce ne sont pas des éléments qui sont intégrés jusqu'à présent, mais qui vont aller dans un renforcement, bien sûr, de la productivité globale des systèmes de pêche. Alors, on vous a parlé de l'approche écosystémique des pêches, bien sûr, ça c'est une chose extrêmement importante pour réconcilier exploitation et conservation, et je dirais c'est maintenir la biodiversité, maintenir des captures le plus élevées possible pour les humains, et puis maintenir de l'emploi. C'est la meilleure façon de lutter contre le changement climatique, c'est aussi de préserver l'intégrité et la productivité des écosystèmes. Quand vous avez 10 millions de tonnes de sardines dans la mer, c'est un peu c'est de la séquestration de carbone. Donc c'est important. Alors, ce qu'on peut aujourd'hui, il y a un cadre qui définit la durabilité de nos activités humaines et qui est plus globalisant, je dirais, que cette approche écosystémique des pêches. C'est l'agenda, ce sont les objectifs du développement durable des Nations Unies, l'agenda 2030. Alors, c'est quoi cet agenda? C'est un agenda universel qui nous dit que voilà, la durabilité, on ne peut pas l'envisager uniquement par l'objectif 14 qui est celui des océans. Bien sûr, il faut avoir des mers saines et productives, mais il faut avoir aussi, vous voyez, là, il y a 17 objectifs pour je dirais, l'humanité. Il faut aussi nourrir les gens, il ne faut pas qu'ils soient pauvres. Pas de pauvreté, c'est objectif numéro 1. Que les nourrir, objectif numéro 2, réduire les inégalités, numéro 10, tenir compte du changement climatique, numéro 13, et puis leur donner un travail décent, numéro 8. Alors vous savez, il y a le Covid en ce moment, le développement durable, c'était de se dire, on va préserver la qualité de vie des personnes, la bonne santé et le bien-être, c'est le numéro 3, mais il ne faut pas oublier les autres. Il ne faut pas oublier que les gens, ils ont faim, qu'ils ont besoin d'un travail et qu'il y a beaucoup d'inégalités. Donc, ce cadre-là est vraiment important et bien évidemment, il va affecter tout ce qu'on fait sur les ressources marines, toute la réflexion sur l'ODD 14. Bien sûr, il faut protéger les habitats, la biodiversité, mais aussi il faut penser à ce qu'on a dit, par exemple ce que Rebecca nous a proposé, c'est-à-dire que voilà, il va falloir quand même s'intéresser à avoir des engins économes en énergie. Donc ça, c'est l'objectif numéro 13. Il va falloir créer de l'emploi. Ça, c'est les pêches artisanales versus les pêches industrielles. C'est ce que nous a dit Didier. Il va falloir avoir des réflexions là-dessus. Et puis les futurs labels, puisqu'on va parler des labels, il va falloir qu'ils intègrent aussi les problèmes, toutes ces composantes-là, notamment l'objectif numéro 10 qui est sur les inégalités. Alors, et puis, je dirais que ce nouveau cadre aussi touche la recherche, parce que la recherche, elle doit aussi se repenser et travailler. Vous savez, aujourd'hui, on essaie de promouvoir la science de la durabilité, c'est-à-dire qu'une science qui soit tournée un peu sur ces grands défis internationaux, et puis ces grandes thématiques et ces grands objets, ces grands enjeux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous prends un exemple, par exemple, se dire, voilà, les aires marines protégées, bon, alors tout le monde pense bien sûr à la protection de la biodiversité, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est aussi protéger le domaine côtier contre la montée des eaux. C'est aussi la séquestration du carbone en maintenant les écosystèmes résilients, en promouvant des habitats comme les mangroves, etc. Donc voilà, donc c'est aussi, pour les chercheurs, ça veut dire aussi, avec cette science de la durabilité, un autre type de positionnement. Donc, et ça, je pense que
Les deux précédents orateurs l'ont montré très bien. Il faut repenser le futur des pêches dans un contexte global. Elle doit se structurer autour des objectifs du développement durable. Aujourd'hui, la durabilité, ce sont les objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Ils sont vraiment essentiels, et ça, il y a même un article récent dans Nature qui montre ça. Ils sont essentiels pour élaborer et mettre en œuvre les politiques. Vous avez aussi au niveau européen les ODD, les objectifs du développement durable, qui sont vraiment au cœur des nouveaux agendas et du nouveau programme cadre. Vous avez le pacte vert européen avec des ambitions fortes. Voilà, il faut des labels aussi, puisqu'on va parler de labels qui prennent en compte les ODD. Et puis, et puis voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, merci Philippe. Et puis, merci d'avoir mentionné aussi les ODD, dont c'est le 5e anniversaire aujourd'hui, pile aujourd'hui. Maintenant, on va passer à notre 4e orateur, donc Rohan Curry, qui est the Science and Standards Chief Officer at the Marine Stewardship Council. He holds a PhD in marine mammal science and was previously principal scientist at New Zealand's Ministry for Primary Industries, where he was specializing in marine mammal science and Antarctic fishery science. Rohan will talk about how to engage fisheries into sustainability in our changing world. Rohan, please, the floor is yours. Thank you very much. And again, I join with Rebecca in apologizing for the fact that unfortunately I'm not able to deliver the presentation in French. But thank you for the opportunity, and also thank you to the fellow panelists for the helpful introduction. And in fact, I will find that there may be some components of my slides I can move over quite quickly, because I think we've covered some of the content, which is hopefully very useful. So as was mentioned, I'll be talking about incentivizing sustainable fisheries in a changing world. And that, to me, that's one of the most pressing environmental challenges that we face in the oceans, is how we actually address the climate challenge as it will manifest and interact with fisheries management globally. As has been mentioned in a number of the presentations, the world is changing. And what we're seeing here is that fish are moving in response to those warming oceans. Midwater fish such as mackerel in the Northeast Atlantic have already started moving into areas that are quite different, areas where they historically haven't been fished, or at least not to the same degree. And this is then leading to questions as to how you come up with appropriate catch allocations in those areas. And also, if you talk about areas where people have traditionally had a good understanding of what occurs in a particular place, we're finding species composition is already changing. So in the US East Coast, we've seen a switch as the cod populations there that were overfished historically to the point of collapse. As the ecosystem there recovered, and it turned out to be quite a different ecosystem to what was previously there. So we're actually seeing quite significant changes. This has also been demonstrated in research in South Africa as well. The composition of ocean flora and fauna is changing in a number of different areas in response to the climate and the way it interacts with fishing pressure. So given that, what do we need to do in order to incentivize and address this issue? And there are many different things that we can cover, and indeed some of the previous presentations highlighted some of the things that we can be considering. I would suggest that one of the things that we need to factor into this is actually marine species have proven to be remarkably resilient. And so many of them can adjust if they are given, they can adjust to change if they're given time and it's sufficiently gradual, because species plasticity is quite considerable. But the change itself has to be mitigated and not exacerbated by other stresses. And I think what we're finding here is the big challenge is where you get the interaction of a climate signal as well as either historical overfishing or ongoing overfishing, and that then resulting in an impact that is then very difficult to manage and understand and predict in the future what the consequences would be. I would also say that there's an interaction here with the human element. So fisheries management is more about managing people than it is about managing fish. And what we need to do is come up with ways of adapting our practices in response to this. But what we've found is that many of the systems around the world are not necessarily very well equipped to address this particular problem. What we're seeing again in the Northeast Atlantic is a very good example of unfortunately not necessarily a great response.
So the mackerel fishery there, for example, when it moved, there was a real struggle to try and come up with a difference in allocation of catches that did not result in overexploitation of the stock. And I think that's going to be a continuing issue in the future, as you will see these, as species shift, management agencies will need to adjust. And as those management agencies grapple with this, they're traditionally slow. They don't always necessarily get a strong signal in the science at an early stage. It takes them a while to get to the point where they can deal with this. And we're finding that as they're grappling with this, they're not always acting as quickly and as appropriately as we would hope to ensure sustainable fisheries management. Why does this matter in terms of fisheries management? Why are we talking about that when we're talking about climate change? Well, fisheries management is actually incredibly important because as much as fishing is an important activity, at its most basic level, it's food supply. It provides 1/5 of global protein, and it has a huge economic consequence around the globe. Millions of people are employed in this, either directly in fisheries, operating on boats, or in supply chains. So it's an incredibly important economic powerhouse, but also in terms of, if you speak with colleagues from the FAO, they'll talk to you about alleviating poverty and addressing hunger and basic needs for people with protein to ensure that they actually can maintain their health. If you also compare for example, the carbon emissions associated with fish, it would be quite different if you were to say, stop using fish and switch to other potentially more carbon intensive sources of protein, such as beef, for example. You might find that that would then have a bigger effect exacerbating climate change. So maintaining a viable fish supply in light of that is actually really important. But we also find that we're still sending mixed signals through our mechanisms, and we're not necessarily incentivizing the right behavior. Overfishing is still subsidized in many parts of the world. We have overcapacity issues in many fisheries. Fisheries management tools have not necessarily always evolved to address this. And we see significant problems in certain parts of the world where these things aren't being addressed yet. It's been a task that the WTO has been tasked with for quite some time to address the issue of subsidies, and it continues to be a challenge for them to grapple with it and resolve it. Sustainable quotas are not always being agreed. It becomes particularly complicated when you have multiple jurisdictions and fish stocks that overlap those jurisdictions to work out what's the appropriate amount for you to take or for you to allow for someone else. It's basically the tragedy of the commons playing out in an international arena. And what also we find is that the tools and mechanisms that are used to manage fisheries grew up in individual jurisdictions, but it now needs to transcend borders. If the fish move outside your jurisdiction, but your tools don't manage the effort when it goes outside that jurisdiction, you have gaps, and those gaps lead to big problems. So in light of that, and again, the presentations earlier, particularly Didier's, I'd like to acknowledge that highlighted the trends that have been occurring in Europe. I'd like to highlight some of the global trends in terms of sustainability. This is from the most recent FAO report, the Sophia report, that summarised the status of global fisheries. And in that, we find that unsustainable fisheries, as a proportion of global fisheries, has been increasing for about the last 40 years. It continues to happen. We still have a significant challenge here. We do have a large proportion of the world's fisheries that are operating in a biologically sustainable manner, as in they're operating to their maximum sustainable yield. But at the same time, we still have this ongoing challenge, and it appears to be increasing. It's almost like we have a two-speed world where certain parts of the world have addressed this and other parts are still grappling with it. And we do actually have many effective fisheries management and stock management tools at our disposal. They're just not necessarily being applied. So that's, if you like, the context, but that works under a status quo world. On a practical level, that's not the world that we will be occupying in the future. And indeed, we're already starting to see. We need to start to think about the fact that the world is going to change, and it is already changing, and that we may need new and different tools to address that. Again, some of the previous presenters have highlighted some of the things that we might need to be thinking about as we move into this future world. So, for example, although the MSC and the organisation that I'm very proud to be part of has for a very long time had a clear focus on biological sustainability, I recognise, and we recognise, that actually that may be a definition that we need to think about as we move forward to sort of build this concept of resilience. Resilience seems to be the sort of missing piece of the puzzle. How do you work out what is appropriate in a future world if you don't necessarily understand all the interactions that will play out with that?
And I've highlighted here just some of the examples of where I think conventional fisheries management thinking, which can lead to sustainable outcomes, may need to evolve in the future to address the challenges that climate change will pose. So for example, single species management, it was highlighted again earlier, needs to move to a multi-species focus. If people are targeting multiple species, then we need to recognise that those species compositions may fluctuate over time or in space, and we need to reflect that in how we manage things. Instead of relying on static reference points that are traditionally the approach where you're using the past to predict the future, or to establish what you hope for from the future, we need to recognise that they may need to change. We may need reference points that are dynamic and reflect and don't assume an equilibrium state, because that may not apply anymore. We need to start to think about how we can move from these independent jurisdictional management approaches that sort of focus at nation state level or in a static way to something that's far more collaborative and multinational. So as the species move, they don't move into an area where people haven't thought about how they will deal with that. You already build the relationships and you build the intellectual capital, the governance, the abilities to respond to this. And finally, I'd highlight working on management objectives. And this is probably, it's an underappreciated part of fisheries management, but as much as everyone has concerns about particular areas of fisheries management, there's a root cause of that is often that the objectives aren't clearly enough defined, and those defined objectives haven't been agreed by everyone that's involved. I would suggest we need to be far better at that. We actually need to find a way to be more inclusive and adaptable with our management objectives, and those management objectives need to recognise what we hope to achieve from the ecosystem. Are we talking about maximising productivity because we're talking about poverty alleviation and hunger alleviation in particular areas? Or are we trying to allow a portion of the fish to ensure that we maintain ecosystem resilience, enabling it to be more resilient to a climate change scenario? That might suggest completely different reference points. And it may be that different fisheries in adjacent areas have different objectives, and that might be perfectly fine. I think that the big message that I would suggest taking away from this is that ending overfishing is an important aspect of what we need to do here. And indeed, that's been part of what many of us have been involved in for many years, trying to incentivise and drive. And the big crucial components of that is trying to foster collaboration, because many of these problems are not easy to solve, and they may be very case specific. We find particular examples in one part of the world where the solution may not necessarily apply the same as in another part of the world, but it also relies on operating together and working out how you need to respond and adapt. And that usually only is successful in a situation where you collaborate. I'd highlight also that you can, under the current environment, you can incentivize change and improvement with existing tools. We have seen this. Certification and eco-labelling has been proven to establish a pathway that means that fisheries can demonstrate their improvements, build links to markets, and as they build links to markets, then they create a positive feedback loop where maintaining that market link is essential for them, so they prioritise ongoing sustainable fisheries management. I would also say that those kind of examples, we find some sort of examples now which are hinting at how you might respond to climate change. And in this example, I'll highlight a particular case I was recently lucky enough to be a part of. I attended a workshop in South Africa to discuss the stock structure of the hake species down there, and in particular how it related between South Africa and Namibia. And for a long time there's been some uncertainty about the stock structure and indeed whether that stock was a straddling stock between those two neighbouring countries or not. What's come out of it as a result of one fishery there being certified and another one seeking certification is there's a very strong market push for them to maintain their certification. So they've actually invested a considerable amount of effort in trying to understand stock structure, and they're now trying to work on collaborative approaches to manage and address the issues that they have with maintaining a harvest strategy that works across the stock in both areas. Now that kind of incentive-based approach, it's actually, if you like, it's helping forge collaboration, which previously they've been actually very resistant to. And that's partly because often industry players will have their own particular interest and they don't necessarily want to work with their competitors. But in this particular case, because it was in their best interest to collaborate and work together, we managed to get them to come together and start to think about how an action plan could be developed that would address those particular challenges. We're going to see more examples of that in the future as fish stocks move. We need to find ways to get people to work together
to solve this. So I'll basically highlight that as the status quo and, if you like, how we can do things now. But I think we also need to think about how we can refine the tools in the future. And indeed, I'm looking forward to the discussion with all the panelists and with all of those involved in the workshop, in the hope that you might be able to highlight some ideas for us in the future that we might be able to take away and think about to make sure we're ready for this and we're able to continue to incentivize change and improving fisheries management. Thank you very much. Thank you, Rohan. We will have a final short intervention from Rebecca about overfishing in the European Union, and then we will have exchanges with the panel and some questions from all of you. Thank you, Rebecca. So Rohan, if you can stop sharing your screen. Certainly, just trying to get back to the right view to be able to do that. There we go. Thank you. Okay, thank you very much. Very interesting, Rohan, and all of it's very interesting so far. I am just going to quickly touch on a couple of points. Of course, I represent Our Fish, which is an NGO campaign, and I just wanted to touch on the fact that, unfortunately, even to the minimum level of judged against maximum sustainable yield for individual stocks, the EU is still continuing to legalise overfishing despite having laws that require otherwise. So it has a common fisheries policy and a marine strategy framework directive which should require all fisheries to be managed under a maximum sustainable yield and at an ecosystem and implement ecosystem-based fisheries management, which is essentially what Philippe and Didier were speaking extensively about. And of course, we also have the international commitments that the EU and member state governments have made as well in terms of the Sustainable Development Goals and the Convention on Biological Diversity. And I just wanted to share a couple of figures with people. This is based on actually a broader analysis than what the STEC reports that we looked at. And indeed, some stocks are doing better. And of course, that's really great in the EU. But for the 2020, out of nearly 130 total allowable catches that were set, 48% of those were set above the scientific advice for 2020. And that is really a problem because it's communicated as 99% of fish landings are sustainable, because there are some stocks like herring or other pelagics that have large volumes and they make the landings sound very sustainable. But in fact, when you look at the individual species, 48% of those are still above scientific advice. And so it's no wonder that the state of our seas is in very poor health, even in the EU. And I'm not even talking about the Mediterranean. We all know that that is a disastrously more unfortunate case. This is for the Northeast Atlantic, where we think we're doing quite well, and where we have data available on the state of the biomass of the fish population. And that's not very many. This is only 40 or so stocks. 32% of those are still outside of safe biological levels as of 2018 in terms of an analysis. So just wanted to, I guess, reality check our perspective of how sustainable we really are. And I think it was Philippe that was, or Didier, there's someone that was mentioning about where we came from, what were our fisheries like before, and what are we judging our management level on now. And of course, for us, actually, I prefer to talk about fish as populations as opposed to stocks. I did see a question about that earlier. But one of the reasons is because when fish are discussed and
and managed as stocks, they're diminished in importance to be like a trading card. And this is no more clearly demonstrated than in the annual decision-making circus of the Agrifish Council, where they set the annual fishing limits for EU fish stocks and fish populations. More than last year, we have a legal deadline to end overfishing by this year. Last year, we delivered over 500,000 citizens' signatures in support of the end of overfishing. And of course, the ministers still ignored the scientific advice. And this is obviously a problem because not just are they being treated as these stocks that are traded, but they are obviously benefiting a few who are usually the most wealthy in the industry, because there are many thousands of fishermen who are not. You know, we know that fisheries are not all equal, and we know that the value and benefits of healthy fish populations in functioning ecosystems is just not valued, and that's not coming into the decision-making process. And so the value of fish and for climate mitigation or climate adaptation or ecosystem services is not being recognised by our leadership. So we know there are solutions, everybody's listed them, but we don't have political will. And so despite these enormous benefits, and it could be actually a lot more money and a lot more jobs, you know, analysis from the New Economics Foundation for the EU, we could have 20,000 new jobs. We could have an extra 1.6 billion euros in annual revenue if we delivered on the law. But unfortunately, even though we have all of these amazing scientists calling for this work, we're still having a challenge because we need our leading politicians to prioritize the oceans and the health of the oceans, and to look at fish as the lifeblood of a healthy ocean, which is the life support system for every European citizen, for every French citizen, for every person on the planet. None of us could live without that. And these are, of course, some of the solutions, but I think actually most of the scientists have covered at least the ecological things. I think a couple of the other issues we would say is, and I think Rohan mentioned, was we need to stop subsidizing overfishing, overcapacity, and there's a very, very direct way we can do that, and that is to remove the fuel tax subsidy that the entire fishing industry benefits from, which in some cases, for very large companies, can be over 20 million euros a year. You know, we also need to allocate quota to the least damaging fleets so that we're actually not benefiting or prioritizing the more destructive segments of the fleet. I'll just leave it at that. I just wanted to make that last intervention. Thank you. Thank you, Rebecca. Thank you to everyone. Merci à tous les panélistes pour ces très intéressantes présentations. On a vu qu'à la fois la situation est grave, mais qu'en même temps des solutions existent, que dans certains endroits on en prend le chemin, dans d'autres pas encore. Et c'est d'ailleurs peut-être le sens d'une première question qui est peut-être destinée à Didier Gascuel, mais surtout n'hésitez pas à interagir entre vous. Et je vous demanderai si vous pouvez d'essayer d'être bref, comme ça nous permettra de prendre plus de questions. Donc une question que j'ai gardée là, c'est la pression de pêche en Méditerranée, elle reste 2,5 fois trop élevée par rapport à ce qui est attendu. Et donc, un des participants se pose la question à quoi c'est dû. Est-ce que c'est juste un manque de volonté politique ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres contextuels qui permettraient d'expliquer cela? Alors, il y a évidemment tout un ensemble de raisons historiques, culturelles, etc. Mais si on veut focaliser sur la raison principale, elle est extrêmement simple. C'est que ce qui marche partout dans le monde, c'est des quotas de pêche qui s'appuient sur la vie scientifique. Voilà. Ça, c'est la garantie d'une pêche durable. Il faut, stock par stock, et même si on veut faire de l'approche écosystémique, réguler le prélèvement en fonction de ce que le stock peut produire. En Atlantique, on a mis en place des quotas
Pendant très longtemps, ils n'ont servi à rien. Progressivement, on suit de mieux en mieux, mais pas encore très bien la vie scientifique, mais les quotas sont devenus efficaces. En Méditerranée, il n'y a pas de quotas. Quand il n'y a pas de quotas, eh ben, on ne gère pas la pêche. Et alors voilà, donc l'Europe a commencé à réfléchir à des limitations de l'effort de pêche, mais on est très en retard. On est très en retard en Méditerranée. Il y a encore quelques années, on n'avait même pas les évaluations de stock. On ne pouvait même pas dire il y a 90% de stocks surexploités, on n'avait pas les données. Voilà. Donc là où il n'y a pas de quotas, ça ne marche pas. Il faut des quotas, il faut pour ça une volonté politique. Et il n'y a jamais eu la volonté politique pour mettre en place des quotas de pêche qui sont le début de la bonne gestion, et encore une fois, ils sont insuffisants en Méditerranée. Alors, à une seule exception, c'est le thon rouge. Le thon rouge, il y a des quotas. Ils ont là aussi été très longtemps inefficaces jusqu'à ce qu'il y ait une pression citoyenne telle qui a fait que la volonté politique s'est affirmée pour mettre des quotas plus restrictifs sur le thon rouge. À partir du moment où on a commencé réellement à mettre des quotas restrictifs sur le thon rouge, cette population-là de thon, elle est en train de remonter très rapidement. Merci Didier. Philippe, tu voulais intervenir? Non, c'était pour dire que voilà, il n'y a aucune gestion en Méditerranée, ou vraiment très très peu, et le peu ne marche pas. Donc voilà, donc il y a le thon rouge, ça a marché, mais ça a marché, c'est un bon exemple, bon contre-exemple, enfin c'est le seul en Méditerranée. Je voulais revenir juste sur la question des stocks, parce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui n'est pas innocente, parce que nous, à Lieut, en tout cas Didier et moi, on utilise toujours ce terme qui est absolument partout dans la littérature. Stock, alors stock, c'est vrai que stock de poissons, et ça c'est pourquoi? Parce que ça a été la gestion des pêches depuis une centaine d'années. C'est fait par des mathématiciens et des gens qui ne sont pas toujours dans l'écologie. Alors, on a pris, vous savez, la nature comme un grand magasin dans lequel on gère, on puise des ressources, mais c'est la question, pourquoi on n'utilise pas population? Eh bien sûr qu'il faudrait utiliser, parce que le stock, c'est quelque chose d'un peu inerte, une population, c'est quelque chose de vivant, population de poissons. Alors, donc, je pense que ce terme, il n'est pas innocent. Et c'est vrai que dans nos présentations, on devrait toujours changer le stock en population. Et moi, c'est ce que je ferai dorénavant, parce que je pense que ça fait 100 ans qu'on utilise la nature comme un grand magasin dans lequel on puise, et généralement qu'on on remet pas vous voyez, c'est pas une chose contrôlée, hein, donc on remet pas de stock. Et voilà, donc c'était pour répondre à une question, mais c'est important. Très bien. Je vais poser une question en français, et avant de vous donner la parole, je vais aussi la poser en anglais, comme ça, si jamais les intervenants anglais veulent y répondre, qu'ils n'hésitent pas. Il y a une question qui était pendant la présentation de Philippe, mais qui peut être destinée à vraiment tout le monde. Quelqu'un qui se demande quels sont les outils de résilience. Alors moi, je pense que on pourrait aussi parler les outils d'adaptation qu'on peut proposer aux pêcheurs pour les aider à être plus résilients ou augmenter leur capacité d'adaptation face au changement climatique, et afin d'atténuer leur impact. Donc, je vais juste traduire en anglais très rapidement. So we had one question, so feel free to answer it when you want, which is, what are the tools we can propose to fishermen or fishing communities to increase their adaptive capacity to climate change? Didier, je vois que tu lèves la main. Alors oui, alors je pense qu'on a tous des idées sur la question. Pour aller vite, je dirais la première chose pour avoir plus de résilience, c'est d'avoir des écosystèmes et des ressources plus résilientes. Et ça, incontestablement, ça passe par le fait qu'il nous faut remonter toutes les normes environnementales. Le changement climatique nous fait l'obligation de remonter toutes les normes environnementales, et en particulier en matière de pêche. Des impacts qui étaient peut-être encore durables dans un monde stable ne le sont plus dans un monde instable. Nous devons nous donner une marge de précaution. Et il faut d'autant plus le faire qu'on sait comment le faire, quoi. On est monté de 100 à 150 tonnes de poissons dans la mer, je le disais tout à l'heure. On peut monter, il suffit de travailler sur la sélectivité, sur les engins, etc. On peut monter à 200, à 300, à 350 tonnes. Donc, plus de poissons dans la mer, c'est plus résilient. Et puis, du côté des pêcheurs, j'ai envie de dire, oui, il faut aller vers des pêches qui sont des pêches diversifiées, des pêches économes en gasoil, économes en
en consommation en input qui seront plus résilientes et plus capables de s'adapter. Des pêches diversifiées avec un panel d'espèces qui seront plus capables de s'adapter rapidement. Merci. Philippe, tu voulais… Non, je pense que Didier a bien couvert le sujet. Bien sûr, il faut être beaucoup plus sélectif. On ne peut plus… la pêche au chalut, par exemple, qui est une pêche qui détruit la biodiversité et les habitats, je pense que déjà, au niveau européen, on commence à fixer des objectifs en 2050. La mission Océan est en train de fixer pour l'élimination progressive du chalut. Donc, il va falloir travailler sur ça. Il va falloir… Vous savez, aujourd'hui, je vois au Canada, il y a des pêcheurs qui pêchent la morue au casier, morue vivante. Ils gagnent très bien leur vie. Voilà, il va falloir aussi que la technologie, on est quand même à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des technologies extrêmement sophistiquées, s'intéresse aussi au monde de la pêche et à la sélectivité. Pas simplement au radar, sonar, etc., mais aussi aux engins de pêche. Et puis, bon, bien sûr, économie en énergie fossile, ça, c'est une chose qui va aussi grandement impacter dans le futur. Rebecca or Rohan, do you have a proposition? I agree with Didier. I think, and in fact, I was just on another similar issue briefing, and Dr. Sumaila suggested that a healthy ocean is like a healthy human. You're less vulnerable to other impacts when you're healthy. And I mean, our fisheries and the ecosystems are exactly the same. We cannot have resilient fishers if the ecosystem and their resource is not healthy and resilient. And yeah, I agree with the other suggestions for how to do that. Thanks. Rohan, a question that might be for you because it has been asked during your talk and it was asked in English. The question is, would very large marine protected areas in the high seas be part of the solution of sustainable fisheries? Thank you for the question. It's a very good one. It absolutely can be part of the solution. I've got a particular example once upon a time I was involved in, which was the establishment of the world's largest MPA, so the Ross Sea Marine Protected Area in the Southern Ocean. I was involved in the establishment of that, and part of that actually came out of an initiative by, amongst others, strong NGO push, scientists and the industry coming together and agreeing that we needed spatial management in that area to ensure that you could achieve ecosystem-based fisheries management, as well as secure the long-term future of the Antarctic marine ecosystem. So it was something that, because of the framework that we're operating under, which was the Kamilar Convention, which basically promotes ecosystem-based fisheries management, it incentivized collaboration. So to me, I very much see spatial management and other fisheries management tools as being compatible, but it's crucial to get collective buy-in to them and have them all involved throughout the entire process. That proved to be an incredibly difficult process to get agreement, but in the end, all of the nations, the Kamilar nations agreed, which includes 15 of the G20. So you also had the likes of China and Russia and the US coming together to agree in spatial management to protect more than 1 million square kilometres of ocean. Now, it's possible to do that. It's hard work, and I think it involves a collaborative effort from a lot of different parties to come together for it to be successful. But I very much believe they are compatible. Thank you. A question that is a bit technical, but I think it will be interesting to tackle it, to address it. Maybe for Didier, c'est comment rendre compatibles les niveaux de MSY pour différents stocks cibles ou différentes populations qui interagissent entre elles. Alors, d'abord, j'ai envie de dire, je souhaiterais que ce ne soit pas le MSY. Ça, vous l'avez bien compris dans mon exposé. Mais bref, je pense quand même que l'approche écosystémique est quelque chose qui ne remet pas en cause la nécessité de gérer chacun des stocks. Bien au contraire, gérer chacun des stocks, ça fait partie de l'approche écosystémique. Et il faut des cibles de gestion. Alors après, c'est vrai qu'il faudra bien admettre une certaine souplesse autour de ces cibles de gestion. Mais on sera beaucoup plus à l'aise pour le faire s'il y a 2 conditions réunies. La première, c'est que la cible de gestion est suffisamment précautionneuse pour qu'on puisse se permettre, pour certains stocks, d'être un peu au-dessus, pour d'autres, d'être un peu en dessous. Et deuxièmement,
qu'on développera des engins de pêche de plus en plus sélectifs. C'est-à-dire que oui, on a un vrai problème lorsqu'on a, comme l'a dit Philippe Curie, des chaluts qui ramassent tout sur leur passage et que c'est impossible de gérer chacune des espèces au prorata de ce qu'elle est capable de fournir. Mais moi, je crois que sur le moyen terme, pas demain matin, mais sur le moyen terme, il y a une vraie capacité pour les pêcheurs de s'adapter au potentiel des captures que leur fournisse la nature sur un panel d'espèces. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder aux États-Unis, quand on a mis en place les quotas, on a dit, si vous dépassez votre quota, eh ben vous fermerez. En Europe, on a dit, si vous dépassez votre quota, vous rejetez à la mer ce qui dépasse. Et on a créé ce cauchemar des rejets qui fait qu'on rejette des tonnes et des tonnes et des tonnes à la mer. Les pêcheurs aux États-Unis, progressivement, ils ont fait évoluer leur flottille, leurs engins de pêche, leurs pratiques de pêche, pour finalement se rapprocher beaucoup plus d'une situation dans laquelle on ajuste espèce par espèce au potentiel de la nature. Voilà. C'est des pêcheries plus sélectives, c'est une adaptation sur le long terme des flottilles pour atteindre l'objectif. Merci. Philippe, je t'ai vu lever la main. Oui, parce qu'il y avait des questions sur l'approche écosystémique et les indicateurs. C'est vrai qu'on a, je dirais, parce qu'il y a une question là qui dit que voilà, les scientifiques sont incapables de formuler des indicateurs écosystémiques. Je dirais que c'est pas totalement vrai. Il y a quand même eu, sur les poissons pélagiques, combien il faut laisser de poissons fourrage dans la mer pour nourrir les prédateurs. Il y a quand même eu pas mal de résultats importants avec des indicateurs qui montrent qu'il faut aller au-delà. Je veux dire, il faut laisser beaucoup plus de poissons que ce que le propose un MSY calculé classiquement avec une espèce. Donc, mais là où la question a quand même une pertinence, c'est que moi je rêve aussi. On a quand même beaucoup d'équipes extrêmement performantes, même en France sur les modélisations écosystémiques. C'est vrai qu'on rêve un peu d'un MSY écosystémique, voilà, qui tiendrait compte des interactions entre les espèces, et puis qui tiendrait compte aussi du climat. Donc bon, ça peut être une voie de recherche. Mais il y a quand même des choses qui se font et qui sont robustes. Merci. Une question que je traduirai en anglais aussi, comme ça tout le monde peut répondre, c'est de savoir comment décider, comment arbitrer, faire le compromis entre différents ODD. Parce que quelquefois, il faut faire des choix et prioriser entre l'ODD 14 et un autre, par exemple. Donc, comment arbitrer? So I will translate the question in English also, so you all can feel free to answer, which would be how to decide, how to arbitrate, how to trade off between SDGs when targets cannot be achieved both at the same time. What should be? How should the decision be made? Philippe first. Je pense que comment mettre des priorités sur les objectifs, c'est vraiment une approche participative avec toutes les parties prenantes. On ne peut pas décider de qu'est-ce qui est plus important pour telle pêcherie. Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que ça va être le problème de sécurité alimentaire, de pêche artisanale, pêche industrielle? C'est vraiment des choses à faire avec des approches participatives, avec toutes les parties prenantes. C'est très important. Ça a été fait, je veux dire, en Afrique du Sud, avec beaucoup de succès. Merci. Thank you. Oui, je veux bien rajouter sur cette idée, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'une gestion des pêches. Il faudra l'en chasser dans des visions plus globales de gestion des écosystèmes, multi-usages, où il n'y a pas seulement les pêches. Mais même là-dedans, il y aura une gestion des pêches. Et moi, je crois profondément que cette gestion des pêches, elle sera efficace si elle s'appuie sur ce que nous disent toutes les théories du bien commun, c'est-à-dire si on fait des écosystèmes marins, des biens communs, avec autour la communauté du bien commun qui en prend en charge le destin et la gestion. Alors, c'est les pêcheurs, mais ce n'est pas que les pêcheurs. Les ressources n'appartiennent pas qu'aux pêcheurs. Elles appartiennent aussi aux générations futures, elles appartiennent à l'ensemble des usagers. Donc, il faut arriver à créer ces communautés d'intérêt qui prennent en charge le destin, alors non pas de chaque population de poissons, mais réellement des écosystèmes. Ça commence à se faire, voilà, mais il faut sacrément accélérer le mouvement.
Merci. A question maybe for Rebecca or Rohan, which is what is the part of illegal fishing, if we can have an idea, a gross idea, the part of illegal fishing in the status of fish stocks? Actually, Philippe or Didier may know this detail better than I, because I don't work on legal fishing globally. I understand that it's enormous, but it's not a focus that I have for Europe, actually. I mean, if we include unreported fishing, I think we could say that for sure unreported fishing, which is also a type of illegal fishing, has a huge impact. And is why the issues like the Global Fishing Watch that was mentioned before and increasing transparency of the fishing fleets is incredibly important, because if we can't enforce the rules, then there's no point having them. Sorry, Rohan, I think you wanted to say something? Yeah, I just briefly wanted to add that there have been efforts in the past to try and estimate the proportion of illegal fishing in particular fisheries. And depending on the level of information that a fishery has, you can try to estimate it directly as basically a missing portion of your data. You can almost find the hole in your stock assessment model to identify this. So it has been estimated for particular fisheries. In areas historically where there is known to be a large amount of illegal activity, again, previously I was involved in Southern Ocean work, and the toothfish fishery there for a long time had an awful lot of illegal activity associated with it, which was then progressively stamped out by an awful lot of work by member nations to try and address it. It can be quite a high proportion of the exploitation rate of a particular stock. But I think what's happened over time is monitoring, control and surveillance has got better in individual countries. They've got a better handle on it. But that tends to be what happens in the developed world. In the developing world, there are still very big questions as to how much illegal exploitation goes on. And so the example of Global Fishing Watch, and for example, they recently highlighted the case of a very large fleet that was moving in, I believe, to illegally fish off Ecuador, and another one that was fishing off North Korea. Those examples still exist, where it's very much unquantified, but we know that it's probably quite significant. Thank you. I'll ask a question in English, but everyone can feel free to answer. The question is, how can we place sustainable fisheries as a central issue at IUCN, CBD, IPCC, and I would say also APBES meetings and frameworks? Because very often it is not part of the, do you think it is enough part of the discussions? Alors, c'est contrasté dans les différentes enceintes que tu as citées. À l'IPBES, je pense que la pêche a été reconnue clairement comme le principal facteur d'impact aujourd'hui sur la biodiversité marine. Donc, je pense qu'il y a eu une réelle prise de conscience que les questions de biodiversité en mer, aujourd'hui, elles étaient très, très liées à la pêche. Je pense que lorsque, alors en particulier en France, se sont mis en place les aires marines protégées, on a parlé au départ de conservation et on s'est assez vite aperçu que le point focal principal était ou devait être la pêche. C'est vrai qu'à l'inverse, dans les négociations internationales sur ce qu'on appelle BBNJ, enfin la biodiversité au-delà des eaux territoriales, il a été dit qu'on parlerait de biodiversité sans parler de pêche. C'est évidemment totalement regrettable. Et ça enlève une partie de la puissance d'action de cette négociation qui reste par ailleurs importante. Hein. Mais voilà, donc oui, il y a encore des endroits où il faut revenir sur la place de la pêche dans les problèmes. On ne peut plus aujourd'hui traiter de la biodiversité d'un côté et de la gestion des pêches de l'autre. Voilà, forcément, les deux sont liés. Voilà, c'est pour ça aussi, alors on pourrait dire un mot, que les aires marines protégées sont importantes et elles doivent être placées dans une politique globale de gestion de l'ensemble des mers. Il faut arriver à faire converger ces deux problématiques. Je voudrais, Philippe, ouais. Oui, d'autant qu'on est aujourd'hui avec la plateforme Océan Climat, l'océan prend une dimension qui avait été un peu ignorée. Et on voit bien que dans tous les agendas internationaux, les océans prennent leur place.
On voit bien, par exemple, pour l'IPBES, l'agenda biodiversité marine est vraiment confluent avec l'agenda biodiversité terrestre. Et maintenant, on les sépare de moins en moins. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'initiatives internationales. Vous avez la décennie des océans, quand même 2021-2027. Vous avez le rapport qui avait été sollicité par le Prince Albert II de l'IPCC sur les océans. Donc voilà. Et puis, vous avez aussi la mission européenne sur les océans qui va être dotée d'1 milliard d'euros. Voilà. Donc tout ça, ça contribue, je dirais, à rendre le juste place des océans et des ressources marines dans les discours internationaux et les objectifs internationaux. Donc ça, c'est vraiment important et utile parce que l'océan, vous savez, pour les politiques, souvent, c'est ignoré. Merci. Maybe one of the very last question, because we are almost at the end of our seminar, of our conference. Maybe to a question for Rebecca, which is, what is preventing, according to you, the end of fuel subsidizing? Is it for competitiveness reasons or something else? Yeah, thank you. It's actually an issue that's in the spotlight right now. The EU has a law, the Energy Taxation Directive, which actually allows and virtually requires fuel tax to be subsidized in the fishing industry and in some other industries as well. So it's almost a requirement from the law, which is obviously crazy to think about now. But as part of the European Green Deal and the revision of a lot of European legislation, which obviously will affect all of the member states as well, the Energy Taxation Directive is under review, and they are in fact looking at removing the fuel tax subsidy, not just for the fishing industry, but for other industries like maritime as well, such as shipping. So it had previously been about trying to prevent an imbalance in competition, but obviously it's resulting in a whole lot of pollution as well. So I would actually recommend to everybody who has an interest in that to make a submission to the Energy Taxation Directive review. It's open right now and the consultation closes in the middle of October, and Owlfish and a number of other European NGOs are making submissions to that consultation for this very reason. Thank you, Rebecca. Je pense qu'il va falloir que nous clôturions pour rester dans les temps. Je tiens à remercier vraiment chaleureusement nos 4 panélistes pour les échanges et très instructifs et leur formidable présentation. So thank you for all the panelists for the very constructive talk. Je remercie également tous les participants pour les questions qui ont été nombreuses. Et bien évidemment, comme c'est souvent le cas, elles n'ont pas toutes pu être posées. Et je tiens à vous dire que je viens de vous envoyer un lien qui est le site internet de la plateforme Océan Climat, parce que ce webinaire, donc comme je vous ai dit, d'une part, il a été enregistré et donc le lien sur lequel il sera diffusé sera présenté sur le site de la plateforme. Et également, la plateforme Océan Climat va réaliser un policy brief à partir des échanges et des présentations des panélistes, qui sera aussi proposé en téléchargement sur le site de la plateforme. Voilà, au nom de la plateforme Océan Climat et de tous les panélistes, je tiens très chaleureusement à tous vous remercier. Merci à vous. Merci, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à tous. Au revoir, thank you all. Thank you. Bye bye.